Salut ma gang de vous autres. Hey, merci d'avoir cliqué sur un épisode du Gab Fishing Podcast. C'est vraiment, ça me fait chaud au cœur. Merci beaucoup. J'ai juste une chose à te dire. Ça fait minimum 2 semaines que c'est déjà sorti. C'est déjà en ligne ce que tu viens d'écouter depuis un bon moment. Si tu veux écouter les épisodes de podcast aussitôt qu'ils sont en ligne, allez vous abonner sur la plateforme Patreon. Recherchez Gab Fishing Trip dans la barre de recherche et le tour est joué. Vous n'aurez qu'à cliquer sur les épisodes que vous voulez. Vous pouvez même les télécharger pour les écouter hors ligne. Des invités, des entrevues, des anecdotes, des histoires de pêche, en voulez-vous, vous en aurez. Pour me trouver, c'est Gab Fishing Trip sur Patreon. Je vous attends. Il fait chaud et devinez quoi? Non, je ne sortirai pas mon maillot. Aujourd'hui, ce qu'on va faire, quel sujet on va aborder? La mouche éphémère. Oui, pourquoi j'affectionne particulièrement cette mouche et pourquoi je monte des mouches, des patrons de mouches de toutes sortes pour charmer la truite avec. On part le show drette là. Le soleil plombe sur Québec, le soleil plombe, eh oui, on est quoi, le 15 septembre, puis c'est ça, le soleil plombe encore, puis je ne suis pas déçu d'avoir des obligations autres que d'aller m'amuser sur les rivières et les lacs du Québec parce que, oui, j'ai certaines connaissances qui sont parties en pourvoirie, ils m'ont ramené des photos, que c'est triste pour eux. C'est quand même assez triste pour eux. L'eau est très chaude, fait qu'ils n'ont pas beaucoup d'attaques. C'est sûr que c'est pas le cas de tout le monde. Là. Il y en a qui ont encore des très belles pêches à ce temps-ci, mais dans le petit patelin proche, là, les gens m'ont montré des photos, puis c'est ça. Il n'y a pas beaucoup de truites qui réagissent. Vraiment, ils sont encore pris par la chaleur du lac. Fait que oui, c'est ça. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On parle de la mouche éphémère. C'est une mouche que j'adore. Aussi, là, autant cette mouche-là puisse être... comment je dirais bien ça? C'est une mouche tellement efficace parce que c'est une nourriture de choix pour les truites. Il y a tellement de larves, il y a tellement d'insectes dans la vie, dans la nature. Pourquoi cette mouche-là? C'est vraiment... Elle a attiré mon attention quand, cette mouche-là? Elle a attiré mon attention... Ah oui, je pense que je surfais sur YouTube, c'est ça, puis j'ai trouvé un patron de mouche. Comment monter une mayfly, c'est son nom plus en anglais, là. Comment faire une mayfly réaliste. Fait que là, ce que j'ai fait, là, j'ai commencé à écouter ce petit démo-là. Puis là, il disait, là, tu te prends comme une espèce d'aiguille rigide, tu prends un gant de vinyle, pas de latex, tu le fais bouillir pendant 5 minutes, tu te coupes. Tu sais, il montrait vraiment où c'est qu'il s'en va avec ça, Bien, parce qu'après ça, il prend le bout de gant, puis il l'entoure sur la petite aiguille rigide. Après ça, il le fait flamber pour faire fusionner le vinyle qu'il a enroulé. Fait que il est en train de carrément créer un abdomen hyper réaliste d'une mayfly. Fait qu'après ça, j'ai décidé de faire pareil. J'achète des gants, c'était pas bon, ça marchait pas. J'ai essayé de me trouver des tiges, des espèces d'aiguilles très rigides. Ça ressemble à des brochettes, des tiges à brochettes de barbecue, mais plus fines encore. Tu sais, ça prend vraiment du matériel très fin pour faire ces abdomens-là. Ça reste des insectes très petits, même s'il y en a des fois des plus gros, là, ça reste dans la moyenne, c'est des insectes qui sont très petits. Fait que là, j'ai réussi à trouver du matériel en conséquence pour imiter cette mouche-là. Fait que là,
avec des plumes de perdrix, avec de l'espèce de grizzly. Puis après ça, je prenais des poils de chevreuil pour faire les petites antennes au bout de l'abdomen. Je connais pas trop les parties, là, encore. Là. Je suis plus au visuel qu'à la notion théorique. Puis après ça, j'ai décidé d'essayer ça dans la rivière. Je pense que c'était dans la deuxième épisode de la saison 2024. Puis fuck all. Pour vrai, c'est sûr que le coin était pas propice encore. Là. Ça faisait 2 fois que je sortais pêcher. La saison était pas encore installée comme il faut. Les truites étaient pas vraiment là. Ils étaient peut-être plus au fond. J'aurais peut-être fallu que j'aille les chercher avec des nymphes, pourquoi pas, mais dans ce temps-là, je ne le savais pas. Je connaissais pas à ce point-là le stade du développement de la mouche éphémère. Peut-être qu'en sachant ça, j'aurais pu avoir plus de succès. Et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, pour vous convaincre que c'est important d'avoir quelque chose, en tout cas, qui lui ressemble dans votre boîte à mouches. Fait que t'sais, si vous avez entendu parler de la Adams, de la parachute, de la parachute de la Donne, elle s'appelle DUN, la Donne Olive. C'est toutes des beaux patrons de mouches qui peuvent l'imiter puis qui sont très efficaces. C'est sûr que pour déterminer, ça c'est en fait, pour déterminer si une mouche est efficace, il faut savoir dans quelles conditions l'utiliser. C'est ça qui est important aussi, là. T'sais, est-ce que tu lances une mouche drette comme ça dans un gros courant, et puis tu vas voir ce qui va se passer? T'sais, est-ce qu'il y a des paramètres définis pour optimiser la pêche? La réponse est probablement que oui. T'sais, ça va favoriser une meilleure productivité parce que tu vas pêcher dans l'esprit du poisson qui se nourrit. Il faut que tu entres dans sa tête. Il faut que tu observes l'environnement. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vole alentour? Si je retire une roche au bordure de la rivière, est-ce que je vois des larves? Est-ce que je vois des nymphes? Y a-t-il quelque chose qui se développe? Parce que aussi, là... en tout cas, je vois... C'est ça. Si je continue mon intro, je vais juste te dérouler le contenu sans trop l'élaborer dans un ordre précis. Fait qu'on va commencer comme ça. La Mayfly, en fait, moi, ce que j'ai remarqué, c'est que je vais commencer comme ça. Dans mon expérience, là, personnellement, j'ai plus de succès quand je l'utilise en rivière grande surface. Tu sais, comme exemple la Montmorency, ou la rivière Sainte-Anne. C'est dans ces moments-là que j'ai plus de résultats positifs avec cette mouche-là. Je sais, probablement que ça peut être efficace dans des petits creeks aussi, mais quand le courant est... quand tu as le temps de faire un lancer pour déposer ta mouche comme il faut, puis que tu vois, tu es capable de la faire dériver, puis qu'elle n'est pas trop altérée par le fil qui fait dévier la trajectoire de la mouche, c'est dans ces conditions-là que j'aime l'utiliser. Fait que, puis ça a été bénéfique cette année, ça n'a pas de maudit bon sens, comme c'est ça dans la vidéo qui m'a donné mon premier vrai combat à la truite, là, avec une grosse truite arc-en-ciel. C'est vraiment, la mouche que j'avais montée, c'était une Donne Olive. Je l'ai montée à peu près 12-13, là, juste pour être sûr. Puis ça n'a pas de bon sens. Je les ai toutes passées. C'est sûr qu'ils venaient mouiller assez rapidement parce que les truites sautaient dessus. Comme ça n'avait pas de bon sens, comme il n'y avait pas de lendemain. Fait que là, à chaque comme 2 truites, je changeais de mouche parce qu'elle était imbibée. Fait qu'une chance que je m'en étais monté beaucoup. Puis pourquoi, exemple, ces truites-là étaient favorables à l'attaque sur cette mouche-là? On va essayer de le comprendre par les informations que j'ai retenues sur le web. C'est de la documentation tirée de livres d'entomologie. Fait que même si ça date, le comportement des insectes reste variablement le même. T'sais. Fait qu'on va voir ça ensemble. Fait que pour être sûr de comprendre, de favoriser le plus possible une meilleure pêche selon le choix de mouche que tu veux, là, si tu décides de prendre l'éphémère, il faut savoir qu'il y a 3 principaux stades. En tout cas, dans l'éphémère, de ce que je connais, il y a 3 principaux. Il y a le stade de l'œuf, le stade larvaire, puis le stade de l'insecte qui est développé. T'sais. Fait que c'est sûr qu'il y a des sous-stades. Là. Écoute, une mouche passe pas de même de l'œuf à la larve, puis de la larve à la mouche ailée qui vole. Il y a de l'émergente, il y a des termes techniques comme l'imago, la sublimago. Fait que c'est des affaires qu'on verra pas parce que, selon moi, c'est pas si fondamental à apprendre que ça, parce que le but, c'est d'imiter un stade de développement de mouche, puis de faire d'animer cette mouche-là le mieux possible. Fait que là,
tu vas comprendre ce que je veux dire par là avec les informations qui vont suivre. Ce que j'ai trouvé, là, c'est que en général, en règle générale, une éphémère peut pondre entre 500 et 3000 œufs par femelle. C'est très variable avec d'une espèce à l'autre, mais en général, c'est 500 à 3000 œufs par femelle. Fait que là, je sais pas si tu te rends compte, là, le nombre de mouches éphémères qui existent dans la nature, ils vont pondre jusqu'à 3000 œufs. Fait que là, tu te dis, mettons qu'elle en pond 2500, ça reste quand même 2500 potentiels nymphes et larves au fond de la rivière. Fait que si tu multiplies ça par 50 000 éphémères qui pondent en dedans de, je sais pas, moi, dans la région qui pondent en dedans de 4-5 jours, ça fait de l'insecte au pied carré en Simonac, là. Fait que qu'est-ce que c'est... Fait que, en fait, tu sais, par rapport à ça, il y a plusieurs techniques de ponte. Il y en a sur la surface de l'eau, puis il y en a une aussi, une espèce qui pond carrément sous l'eau. Elle va dans l'eau, puis elle va déposer les œufs sous les pierres. T'sais. Fait qu'il y en a qui pondent, qui se fixent sur une petite branche, qui déposent leur abdomen sous l'eau, puis ils déposent les œufs. Ça se dépose comme une espèce de grappe, puis après ça se spread dans le courant. Puis ça va au fond de l'eau. Il y en a qui... Il y a des éphémères qui se déposent sous l'eau carrément dans le gros courant. Ils sont game en Simonac parce que les autres, s'ils savaient ce qui leur attendait après ça, je pense qu'ils n'iraient pas là. T'sais, fait qu'ils droppent leurs œufs, puis ça se dépose au fond. Puis il y en a qui s'en vont en dessous de l'eau pour déposer sous les pierres. Fait qu'il y a plusieurs façons de pondre des œufs, d'atteindre en tout cas de réussir la ponte des œufs pour donner des petites larves et des petites nymphes. Ça veut dire que, c'est ça. Tu l'auras compris, il y a des éphémères pleinement matures qui sont sous l'eau, qui flottent pour y déposer, puis il y en a qui vont en dessous de l'eau. Fait que là, ce que je comprends de ça, c'est que c'est important aussi de faire des mouches qui vont couvrir toutes les profondeurs de tous les stades. Fait que là, si tu veux une mouche qui est développée, mais qui va sous l'eau, il va falloir peut-être que je pense à développer un patron de mouche qui émite une mouche éphémère sous l'eau. Fait que, est-ce que je la fais lester? Comment je vais faire ses ailes? Comment qu'elle agit quand elle est dans l'eau? Fait que, là, je me pose encore ces questions-là, à savoir si c'est fondamental que je fasse un patron de mouche de ce style-là ou pas. Est-ce que je reste au stade de nymphe ou pas? C'est toutes des affaires que je veux réfléchir cet hiver. Avec la documentation aussi, parce que... c'est sûr qu'il y a sûrement des images puis des photos de ça à quelque part pour nous aider dans la création de mouches. Fait que si je te résume le premier point là, de ce que je comprends là, avec la ponte des œufs par insecte, le fond de la rivière, là, ça doit être tapissé d'un nombre incalculable de larves en dessous des roches. Puis ça, là, c'est juste pour l'éphémère. La quantité, imagine-toi la Montmorency, là, c'est elle que je connais le plus, la Montmorency. Quand je revire les rochers en berge de rivière, il y a tout le temps un paquet de nymphes. Imagine au fond, dans le fond, dans le creux de la rivière, la passe la plus profonde, à quel point il doit y en avoir. Ça doit être effrayant. Puis, là, on compte pas on compte pas les autres espèces, parce qu'à un moment donné, je retirais des roches, tu voyais comme des espèces de petits tubes pleins de roches avec une petite branche. Mais ça, c'est une larve, ça aussi, c'est une larve qui se développe. Je m'en souviens plus du nom, là, mais si tu retires une roche en bordure de rivière, puis tu vois comme une espèce de plein de petits grains de sable collés en forme de tube, là, c'est pas un addon, là, c'est une larve qui s'est créée, une espèce de coquille qui va se développer à un moment donné, là. Puis... où c'est que je t'ai rendu? Ah oui, c'est ça. Puis pour les types de nymphes, là, il y en a plusieurs. Fait que là, il y a plusieurs types de nymphes aussi. Il y a environ, là, pour l'éphémère, il y a quatre types de larves de nymphes qui se définissent par leur mode de déplacement, par leur locomotion. Il y en a qui sont nageurs, il y en a qui sont rampants, il y en a qui sont fouisseurs, il y en a qui sont pétricoles. Attends un peu, moi de googler ça. Pétricole, c'est intéressant. Pétricole. Définition. Qui vit sur les pierres. Les pétricoles sont souvent aplatis et restent en contact étroit avec le substrat au niveau duquel la vitesse du courant est réduite. OK. Fait que si je te résume
les formes animales pétricoles sont souvent aplaties et restent en contact étroit avec le substrat au niveau duquel la vie... OK, c'est ça. Fait qu'en fait, t'as le type pétricole. Ça, c'est la larve qui reste scotchée sur la pierre. Puis, en fond, elle doit se protéger au niveau d'un courant qui est réduit pour pas qu'elle puisse partir dans le courant. C'est ça que je comprends. Fait que le pétricole, ça, c'est un type de larve qui est scotché sur, d'après ce que je comprends par la définition, qui reste stické sur une roche, sur un point fixe, puis elle reste là, le temps qu'elle se développe, puis elle reste à l'abri des gros courants. Fait que c'est pas pour rien qu'en majorité du temps, les truites là, se nourrissent au fond de l'eau au lieu de sur la surface. Tu sais, je sais pas si tu catches l'importance de la nymphe et de tout ce qui se passe sous l'eau. C'est comme la mayfly, la mouche sèche, selon moi, c'est la pointe de l'iceberg. Tu as tous les stades après ça à couvrir dans l'eau. Fait que ça, c'est vraiment important. Quand tu montes tes mouches, quand tu pêches, quand tu te questionnes, qu'est-ce que je vais prioriser en premier lieu? C'est vraiment ça que maintenant, là, que je porte attention pas mal plus quand je vais pêcher en rivière. Puis aussi, je me questionnais à savoir pourquoi il y a autant de carcasses sur les rochers, alors que la plupart des nymphes éclosent directement dans l'eau. Fait que la documentation que j'ai trouvée par rapport à ça, c'est que le passage de la vie aquatique à la vie aérienne peut se dérouler selon deux types de modalités, sur deux façons. Soit que la larve monte à la surface de l'eau, elle mue puis elle donne naissance au stade ailé, là, ou soit elle nage activement vers la berge, fait qu'elle va se déplacer, elle va sortir de l'eau en grimpant sur une pierre ou une tige, elle va une tige de plante, puis elle va muer pour se développer. Fait que là, tu sais, l'attaque en surface là, des truites, là, finalement, elle est toujours justifiée. C'est jamais sur un coup de tête, là, parce que pour formuler ça comme faux, là, c'est ça, l'impact maximum de la prédation là, sur les éphémères par les truites, la plupart du temps, c'est par les truites, là, peut-être pour l'environnement ou pour le... Peut-être que les truites ont plus attraction vers ce type de leurre-là, là, mais ce type d'insectes-là, ça a souvent lieu lors des émergences, où les nymphes quittent leur refuge sous les pierres et les débris végétaux d'hiver pour gagner la surface. Fait que, alors tiens ça, là. L'impact maximum, qu'est-ce qui fait déclencher les truites? Qu'est-ce qui les rend folles? C'est quand les nymphes quittent leur refuge sous les pierres pour gagner la surface. Fait que c'est le trajet en dessous de l'eau. C'est ça la vraie game. C'est pour elle, là, en grande majorité du temps, ce qui les fait déclencher, c'est la nymphe qui quitte pour monter. Fait que là, ça va influencer mon montage de mouches, là, comme t'as pas idée. Parce que, si je fais un petit parallèle avec la vidéo qui vient de sortir, d'ailleurs, je vais faire un autre épisode là-dessus, juste sur cette vidéo-là. Mais la vidéo que j'ai sortie avec Paul Massé de River Hunter, Québec, c'est sur la chaîne, vous pouvez aller voir ça fait déjà un petit bout. Puis, lui, il pêche en sèche avec des mouches qui a pas... qui connaît... C'est pas un connaisseur de mouches. Lui, il achète ses mouches, il pêche avec, il déduit ce qui est le plus efficace, puis il répète l'expérience par la suite. Moi, je monte mes propres mouches, puis je les essaye selon ce que je pense être le plus approprié. Lui, avec ses mouches, il a attrapé autant de truites que moi qui pêchaient à la nymphe plombée. Fait que je faisais des fizz and tail brillantes, plombées. Je te faisais aller ça dans le courant, puis j'ai attrapé autant de truites que lui. Fait que moi, avant, j'étais vendu mouche sèche. J'étais toujours mouche sèche, je pogne jamais rien avec une fucking nymphe parce que, anyway, je pogne rien, ça donne à quoi de monter ça. Là, j'ai la preuve que non. Fait que ça, je vais vous en parler dans un autre épisode, juste pour ça, pour repasser tous les événements qui se sont produits dans cette session de pêche-là. Mais pour vrai, ça l'a ouvert un horizon pas possible sur la création de mouches de type nymphe pour aller rejoindre le fond de la rivière. Fait que pour faire un autre parallèle à ça, je me suis toujours dit que... Ça fait longtemps que je me dis ça, là. Je me suis toujours dit que la pêche en soirée, c'est bon. Ça a toujours été bon, mais pourquoi c'est bon? Y a-t-il une raison à ça? Quand j'étais à Amqui, je pêchais au lancer léger dans mes tout débuts.
Puis, tu sais, en soirée, j'allais en arrière du parc puis de la piste de course où ce que la rivière à saumon passe. C'est un secteur où on peut lancer au lancer léger. Puis à la mouche, il n'y a pas de problème. Mais à chaque fois, je regardais la rivière vers 6-7 heures le soir. Là, c'était noir de mouches. Là. Ça sautait partout. Vraiment, c'était dans un prime là, où ce que... Pourquoi, exemple, à 2 heures de l'après-midi, il n'y a rien sur la rivière, puis à 6 heures le soir, tout explose. Tout explose. Il y a des mouches partout. Toutes les espèces là, confondues. Il n'y a pas de doute. À 6 heures, 7 heures le soir, ça se met à exploser. Pourquoi ça? Fait que là, j'ai trouvé de la documentation là-dessus. Fait que, tu sais, ce que j'ai découvert, c'est que la majorité des espèces se reproduisent en fin de journée. Fait qu'une fois la ponte terminée, mâle ou femelle, tombe sur l'eau et il dérive les ailes à plat. Ben là, ça, c'est plus textuel. Tu sais, je te le dis textuellement comme c'est écrit. Puis ça déclenche souvent à la nuit qui tombe, donc en fin de soirée, une dernière frénésie alimentaire chez les truites qui les gobent alors en grand nombre. Fait que ça, vraiment, on dit peut-être que une fois la ponte des œufs, peut-être qu'il n'y a pas d'émergence, mais quand les truites, je veux dire, quand que les éphémères ont pondu, ça crée une autre grande source de nourriture. Fait qu'eux autres sont plus enclins à sauter là-dessus, comme pas possible. Fait que c'est pour ça qu'il faut savoir encore là, tu sais, repérer pas repérer, mais comment analyser ton plan d'eau, savoir qu'est-ce qui est approprié pour pêcher. Tu ne le sais pas là, si la truite est là. Peut-être que tu pêches dans une piscine aseptisée puis tu vas juste le savoir dans 4 heures quand tu n'auras pas une sacrement de touche. Là. Mais au moins, il faut que tu essayes. Il faut que tu essayes de te poser la question sur qu'est-ce que je vais pêcher, puis pourquoi je vais le pêcher, puis comment que je vais le pêcher. Puis ça passe par tous les indices que je t'ai nommés aujourd'hui. Là, c'est principalement sur l'éphémère, mais en règle générale, ça c'est mon opinion, là, ça doit se ressembler. Là. C'est sûr que le stade larvaire n'est pas pareil pour tous les insectes, mais en gros, qu'est-ce que je veux imiter? Puis est-ce que ça va m'être bénéfique pour moi? Fait que c'est pour ça que cette mouche-là, la mouche éphémère, je l'affectionne particulièrement parce qu'elle couvre un vaste stade d'approvisionnement de nourriture pour la truite. Puis vu que c'est l'espèce que je vise le plus ces temps-ci, j'ai grandi avec cette espèce-là, puis on dirait que je vais le rester, je vais le rester indéfiniment. Puis peut-être que le saumon va pouvoir rentrer en ligne de compte, mais vraiment, il va falloir peut-être que le saumon soit en meilleure santé pour qu'on puisse le pêcher de façon récréative ou pour se nourrir. Fait que c'est ça que je voulais voir avec toi aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu. L'éphémère, une mouche que j'affectionne particulièrement et que je mettrai désormais sous tous ses stades de développement dans ma boîte à mouches. Fait que on va se jaser d'autres choses. Pour le prochain épisode, je te l'ai dit précédemment, on va jaser de ma sortie de pêche avec Paul Massé sur une rivière du Québec. Je te dirai pas c'est où, parce que c'était beau, s'il vous plaît, puis ça me tente d'y retourner à un moment donné. Fait que on se dit à la prochaine pour un prochain épisode. Salut! You were doing that too.